Hop là, et voilà, et coucou tout le monde, ouais, là, le micro était coupé, c'est classique. Et donc, bah, bienvenue dans ce septième épisode des chroniques BD, là où je refais un peu l'actualité de ce que j'ai lu au mois de juillet, enfin, le mois précédent. Et ce mois-ci, quand même, je dois reconnaître, il y a eu beaucoup de lectures, hein. On a une quinzaine de titres, et c'est pas le nombre de lectures, c'est le 15, j'ai 15, je vais vous chroniquer 15 séries ou albums, peut-être pas certains, j'en ai lu plusieurs. Et encore, on a de la chance, c'est que le mois s'est arrêté, les sorties se sont arrêtées vers le 20 juillet, ils vont reprendre gentiment la semaine prochaine, mais ça va vraiment reprendre à partir du 20 août. Donc on a un petit mois de pause, ça fait du bien. Et du coup, bah, ce mois-ci, on a quand même un gros mois, beaucoup de lectures. Donc là, on est parti pour moins une heure et demie, hein, facile. Donc je vous propose de commencer tout de suite. Et on ne perd pas de temps, hein, et c'est parti. Et le premier titre s'appelle Mon Stress. C'est un comics. Donc là, on est déjà au tome 6, hein, qui s'appelle Le Serment. Donc Mon Stress est une série, allez, on pourrait dire steampunk fantasy. C'est bah, beaucoup d'éléments de fantasy et bah il y a un peu de technologie ici, donc steampunk fantasy, ça sonne plutôt pas mal. On va suivre la quête de Maika de Milou, qui a fusionné avec une entité, enfin un ancien dieu très ancien et tout, très puissant, qui a envie de manger les gens, et très tentaculaire, hein. D'ailleurs on le voit sur la couverture, hein, il y a beaucoup de tentacules. Euh, et coucou Caramel, comment ça va? Donc, du coup, donc, elle a fusionné avec cette entité, elle cherche à s'en débarrasser, et en même temps il y a toutes les autres factions, il y a tout le monde globalement qui veut récupérer le dieu aussi, puisque bah, c'est quand même assez puissant, et ça, ils peuvent s'en servir comme un... Parce qu'il y a un peu la guerre dans différentes factions, je détaillerai ça un petit peu après. Parce que vous allez voir, c'est compliqué, et c'est d'ailleurs une des critiques que j'ai sur l'album. Les personnes qui ont façonné ce comics. C'est donc Marjorie Liu, qui est une romancière et scénariste de comics, d'où d'ailleurs ça. Donc dans le monde de la BD justement, elle a bossé bah, que pour Marvel jusqu'à Monstress, qui est un comics indépendant. Elle a bossé sur quoi d'autre? Non, bah, oui, elle a bossé sur X-23, d'ailleurs avec Sana Takeda pour Marvel. Donc c'est là où ils se sont rencontrés. Et quand même une chose à noter pour Marjorie Liu, c'est qu'elle est la première femme à avoir obtenu un Eisner Award en tant que scénariste. Voilà. C'est une pionnière, et il a fallu quand même attendre, je pense, assez longtemps pour en avoir une, et donc bah, félicitations à elle. Et Sana Takeda, en tout cas, est une japonaise qui a commencé en fait dans le jeu vidéo en tant qu'illustratrice, en tant que non, attends. Et mais j'ai même pas noté encore non, quoi. Je crois que c'était illustratrice, hein. Et coucou Bob, et bah merci beaucoup pour le bonne chronique, et puis bah Bob, j'allais dire bon appétit, mais d'abord bonne préparation. Du coup, voilà, donc, et ensuite, bah, elle a fait pas mal de choses pour Marvel, et elle a rencontré Marjorie Liu et sur X-23, et elle est revenue pour Mon Stress. Hop, je vais vous mettre quelques images, hop, je vais baisser un peu le son aussi, hop, voilà, hop, donc voici les images de ce tome 6. Donc c'est une série déjà que j'adore, je suis absolument fan, hein, c'est difficile à vraiment comprendre pas mal de choses dedans, mais une fois qu'on est à fond dedans, la récompense elle est quand même super bien parce que c'est prenant, c'est très prenant. Pourquoi c'est difficile? C'est... Alors, je vais essayer de décrire un petit peu le monde dans lequel qu'on nous présente. Il y a les humains, normal, hein, qui sont réunis plus ou moins sous ce qu'on appelle la fédération. Caramel, tu aimes bien ce style graphique? Moi aussi. Je reviendrai aussi un peu plus tard sur le style graphique. Des choses à dire, surtout sur ce tome 6. Donc il y a la fédération avec les humains, et de l'autre côté, on a les arcaniques. Les arcaniques, ce sont, on va dire, des humanoïdes qui ont été croisés avec des animaux. Donc par exemple, bah, Maïka de Milou, son nom l'indique, même si elle ressemble vraiment à une humaine, sa grand-mère, c'est une louve, hein, carrément. Parce qu'on a une image d'elle pas très loin en plus. Voilà, une belle pleine la page avec le loup. Hop là. Petit reflet là. Donc c'est ça, il y a aussi des humains croisés avec des renards, donc des kitsune. Des kitsune aussi. Ah tiens, bon, on en a des kitsune. Hop, là. Donc s'il y a des kitsune, c'est forcément une bonne BD. Donc il y a toutes ces... Il y a des sirènes aussi. C'est bien aussi les sirènes.
Donc il y a ces deux grosses factions. Sauf que chez les Arcaniques, ils sont découpés encore en deux factions. Il y a la cour du crépuscule et la cour de l'aube qui veulent se friter avec les humains, mais ils ont chacun leur vision du truc, ils ont chacun leur plan. Même d'ailleurs les humains ils ont leur plan. Enfin d'ailleurs tous les Arcaniques sont pas soit dans la cour du crépuscule, soit dans la cour de l'aube. Il y en a aussi qui sont indépendants, qui essaient juste de survivre. C'est beaucoup là surtout que là on est en pleine guerre, donc c'est vraiment de la survie. Donc oui, il y a cette guerre qui se prépare dans les premiers volumes, et dans le volume 5, la guerre éclate vraiment, parce qu'il y a une autre faction qui arrive. Donc voilà pourquoi c'est compliqué, il faut déjà repérer qui appartient à qui. C'est aussi compliqué de ce côté-là. Donc il y a cette troisième faction qui arrive et qui fout un peu le bordel. Donc ça c'est pour les factions, parce qu'après il faut repérer aussi les personnes à quelle faction ils appartiennent. Pas toujours évident, surtout qu'il y a de la trahison, il y a des agents doubles, voire des agents triples, donc faut être à fond dedans, faut vraiment les enchaîner pour pouvoir bah, bien comprendre tout ce qui en découle. Enfin en tout cas moi c'est ce que j'ai besoin. En plus ce qui est dingue, c'est que bon quand le tome 2 était sorti, j'ai lu le tome 1, quand le tome 3 est sorti, j'ai dû relire le 1 et le 2 parce que je me souvenais plus du 1, le 4 est sorti, je feuillette le 3, je fais, bon, je m'en souviens pas, je me relis, puis d'un coup, je commence à le lire, je fais, bah non, le 2, je m'en souviens pas non plus, je relis, puis après, j'ai relu le 1 aussi. Donc, chaque fois, je relis, maintenant, je l'ai bien en tête, le 1. Et là, le tome 6, je crois que j'ai relu au moins les trois précédents, parce que je m'en souvenais plus, mais au moins, ça permet de faire une continuité, et pour moi, c'est assez agréable à lire, et quand on arrive sur celui-là, on avait envie d'y arriver, parce que dans celui-là, il y a une rencontre qui se passe, c'est une rencontre qu'on attendait, en fait, depuis le tome tome 1, il se passé les deux personnes se sont séparées, et là elles se retrouvent dans ce tome, et on attendait ces retrouvailles, parce que moi je me posais en tout cas la question de comment elles allaient se passer, et moi maintenant j'ai ma réponse. Je peux pas dire est-ce que ça s'est bien passé ou mal passé, parce que c'est pas manichéen un truc, un Maïka 2000 ou quelqu'un de très antipathique. Euh, c'est oui, en fait, toutes les personnes, elles sont pas ni blancs ni noirs, elles sont un peu grises. Elles ont leur plan. Voilà. Quand même, Maïka de Milou, elle a envie de tuer plus ou moins tout le monde, se venger de plein de gens. Et elle possède une créature qui mange des gens. Voilà. Et ça la dérange pas plus que ça. Elle parle vraiment de tuer sans aucun état d'âme. Au moins, c'est un peu contrebalancé par le petit renard qui l'accompagne, petit kitsune, qui justement est beaucoup plus naïve. Mais il lui arrive des choses aussi dans les tomes précédents qui fait qu'elle est toujours un peu nuancée. Ça, c'est vraiment un gros point fort de ce comics. Qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Voilà, donc oui, les dessins, bah moi aussi je les trouve très jolis. Le style graphique, j'adore. On voit vraiment que Sana Takeda est une illustratrice, hein. Y a aucun problème, c'est super détaillé. On ne le voit pas trop sur ces images, je pense pas qu'on puisse voir. Il y a beaucoup de petites flèches. Alors je vais essayer de zoomer en avançant. Non, on voit rien du tout. Qui donne une patte vraiment au dessin, et c'est vraiment pas mal. Maintenant, pour ce tome 6, c'est une critique que je ne faisais pas pour les tomes précédents. Bah, je trouve que les traits sont devenus beaucoup moins détaillés. Les cheveux, c'est des gros pâtés avec des gros traits. Voilà, la qualité graphique un peu en baisse. Pas tout le temps, parce que là on peut le voir un petit peu sur les crinières, les fourrures. Non, ça reste bien détaillé, mais par rapport au précédent, ça l'est pas toujours. Les traits sont un peu plus grossiers. Et il y a aussi beaucoup de réutilisation d'images. Notamment, on prend une image, on la met, mais on change juste les dialogues. Bon, ça passe quelques fois, des fois même, quand on enchaîne plusieurs cases, ça permet de marquer une pause dans le récit. D'ailleurs, c'est fait avec les pauses, mais des fois, c'est utilisé, c'est juste parce que bah, ça va plus vite, tout simplement. Et c'était pas fait autant sur les 4 premiers tomes. Le cinquième, ça commence à arriver. En feuille de justement, je me suis fait cette remarque, j'ai refeuilleté un peu. J'ai fait attention sur le cinquième, et j'ai noté un peu la même chose. Mais là, ça s'accentue. J'espère que les chapitres suivants, dans les tomes 7 et 8, parce que ils en sont à peu près là aux États-Unis par rapport aux chapitres. J'espère que ça s'est amélioré, parce que c'est même pas un truc où d'un coup, vu que la série a marché, il y a des Eisner Awards et tout, ils ont voulu accélérer le truc, mais j'ai regardé, non, les délais c'est toujours plus ou moins les mêmes. Donc je ne sais pas. Peut-être que là, elle était un petit peu court et elle a accéléré sur certains trucs. J'en sais rien. C'est le petit point négatif, mais sinon, ça reste une très bonne BD, une excellente BD que je conseille.
Même maintenant, l'histoire n'est pas terminée, hein, faut attendre la suite. Fin, je ne sais pas du tout combien de chapitres elle a prévu. Elles ont prévu. Donc, on verra bien. Donc c'est à peu près un tome par an, donc on verra l'année prochaine le tome 7. Voilà pour mon stress. Passons à la suite. Hop, ma souris, elle est là, ma souris. Pouf. Donc, les yeux perdus. Donc les yeux perdus, là, c'est un récit que j'ai lu en... J'allais dire en accès anticipé, non, en pré-publication. Pas par chapitre dans un magazine. Donc je ne peux pas vous montrer l'image, parce que là, c'est un magazine. Donc c'est une histoire qui se passe durant la Première Guerre mondiale au niveau d'un orphelinat, et on va suivre des enfants qui essayent de survivre par plus ou moins tous les moyens, et surtout les moyens pas très globes. Donc c'est fait par deux Argentins, donc Diego Ardimbo. Il a fait une douzaine de titres en France, et celui-là, Les Yeux Perdus, c'est vraiment son dernier titre. Et quant à Tumburus, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, Tumburus, il a bossé aussi dans l'animation, enfin il a bossé, pas aussi, il a bossé dans l'animation, et il a fait trois films. Il a fait un peu de publicité aussi, et puis bah maintenant il a plusieurs travaux pour la bande dessinée. Et donc il a aussi Les Yeux Perdus, ça a été publié en France par Dargo. Hop, quelques images aussi, un style graphique assez prononcé, que j'aime beaucoup aussi. Euh, Déjà, c'est de l'horreur, tout simplement. Mais faire de l'horreur avec avec des enfants et des poupées, parce qu'il y a aussi des poupées, je sais pas comment dire, c'est trop facile. Tu l'as vu en librairie, ça t'a interpellé, il faudrait que je l'achèterais sûrement. Il faudrait que tu l'achètes. Justement, je devrais. Putain, il n'y a pas de spoiler. Hein. Normalement, il n'y a pas de spoiler dans les images, c'est vraiment les images des premières pages. Hein. Généralement, c'est ce que j'essaye de faire. Et puis surtout dans les BD, j'ai pas trop le choix, c'est que les seules pages que j'arrive à trouver sur internet, clean, en tout cas, ce sont les premières pages. Ou alors des fois, c'est des photos que je prends pour avoir une image un peu mieux. Donc après, moi je suis pas très fan d'horreur, donc j'ai pas trop de références, je pourrais pas dire si oh ça va vraiment flipper. En tout cas, toutes les scènes avec les enfants et surtout Momo, qui sont, il reste plus beaucoup de gamins, hein, Momo si on peut dire un petit peu le chef, ça fait un peu flipper, enfin on sent une tension derrière et tout, et les personnes ils sont pas super clean et tout, donc c'était assez intéressant, hein, c'était vraiment sympa à lire. Maintenant voilà, moi je suis pas vraiment forcément fan de l'horreur, forcément fan d'horreur. Et vu que c'est vrai que je l'ai découvert en pré-publication, je ne me suis pas arrêté en magasin en me disant tiens, qu'est-ce que c'est que celui-là? J'ai pu le découvrir un petit peu avant. Voilà, il y a un dessin justement qui est très lissé, qui va renforcer vraiment ce côté horrifique, surtout au niveau des yeux. Les niveaux des yeux, je trouve très réussi. Heureusement pour une BD qui s'appelle Les Yeux Perdus. Donc c'est sorti, oh ça c'est même pas sûr que c'est sorti en juin, ça, donc c'est sorti il y a un petit moment. Et donc c'est à trouver dans toutes les boutiques et Caramel, bah n'hésite pas si t'aimes bien un petit peu l'horreur, bah fonce, hein. C'est vraiment sympa. Toi Bob, tu aimes bien le dessin aussi. Ah bah tant mieux. Parce que ouais, je trouve que c'est très marqué. Au niveau des dessins, c'est pas juste si on prend une BD classique comme les orques et les gobelins, les mages, il va y en avoir aujourd'hui d'ailleurs, qui sont classiques pour de la BD. Aujourd'hui, là, c'est un style plus prononcé et c'est justement c'est ça qui change. C'est ça qui va se démarquer par rapport à tous les autres, surtout quand on a les étalages dans les magasins où la durée de vie d'une bande dessinée c'est 2 semaines à peu près. Et je vous parle même pas d'un comics. Les comics l'année dernière, ils ont fait à peu près 4% des ventes totales de bandes dessinées en France. Il y avait 52% de manga, le reste en BD. Le comics, c'est quasiment introuvable. Et ça, je sais même pas si ça a été publié en comics aux États-Unis, je ne crois pas. Non, je crois que c'est vraiment argentin, traduit en France. Et le voilà. Donc voilà pour les yeux perdus. Passons à Torgal. Donc, la jeunesse, enfin le monde de Torgal, et c'est sur la jeunesse de Torgal. Torgal, il a un univers maintenant qui s'est étendu énormément. Donc pareil, je l'ai découvert en pré-publication. L'histoire, bon, c'est pareil, là, je vais pas être forcément un gros fan, vous allez le sentir déjà rien que dans le scénario. Donc Torgal doit quitter Aritia afin de respecter un serment envers un seigneur. Tu dois aller tu dois reprendre un territoire qui est contrôlé par Sidonia, qui est la fille d'un autre roi. Voilà pour le scénario, hein, c'est assez basique.
Donc, derrière cette bande dessinée, on est sur un spin-off de Torgal. Donc, c'est d'autres histoires, pour prolonger, qui se passent avant Torgal. Je n'ai jamais lu. Enfin, j'ai jamais lu. J'ai lu un petit peu de Torgal, mais pas tant que ça. Donc je pourrais pas trop dire. S'il y a des références à la série mère. En tout cas, j'en ai pas eu besoin. Donc, derrière cette histoire, on a Yann. Yann, j'en avais déjà parlé, je crois. J'en ai parlé quand? Ah, pour Angel Wings, la bande dessinée sur les avions. Donc c'est quelqu'un qui a quand même pas mal roulé sa bosse dans la BD. Pour rappel, il a fait euh, Lucky Luke, Marsupilami, 13 Mystéries, Torgal, enfin du Torgal en tout et du Spirou, donc pas mal de choses. Et on a un russe, Roman Surzanko, pareil, je sais pas si ça se prononce vraiment comme ça, qui a passé les 10 dernières années justement à mettre en scène des personnages du monde de Torgal, la jeunesse et aussi la série Louve. Voilà pour les créateurs. Hop, quelques images. Hop. Voilà, donc, voilà. N'ayant pas lu les volumes précédents, je n'ai pas trop de mal à rentrer dans l'histoire, mais de ce côté-là, ça va. Par contre, personnage de Torgal, j'avais les mêmes critiques sur les premiers volumes de Torgal, mais là, qu'est-ce que c'est cucu au niveau des dialogues, surtout quand il parle de Haritia, donc de sa copine. Globalement, ça fait vraiment très. Oh, mais je l'aime. Mon amour, mon cœur. Voilà, c'est toujours pareil. Il veut retrouver son Alicia. C'est voilà, il part voir avec le Seigneur à contre-cœur parce qu'il veut retrouver son amour. Bon, voilà, moi je trouve ça cucu. C'est raccord avec le premier volume de Torgal, ceci dit, mais je suis pas fan de ce côté-là. J'aime pas trop. J'ai trouvé ça assez ennuyant. Euh, le personnage de Torgal, il est loyal bon globalement. Bon, c'est pas les personnages les plus intéressants, les personnages loyal bons. Voilà, j'aime pas trop, il y a vraiment aucune nuance, alors que dans ce monde dans lequel il est, c'est super violent. Sidonia, elle aussi, il n'y a pas trop de nuance sur ce personnage, c'est une gamine. Excusez-moi, pardon, vous pouvez vous boucher les oreilles, mais c'est une grosse salope. Même si c'est une enfant, tant pis, elle veut tout le monde, elle, ce qui l'intéresse, c'est le pouvoir, c'est l'argent, c'est tout, enfin bon. Et elle a 13 ans. Voilà, c'est elle qui vient combattre, le Seigneur va la combattre. Tac, 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 qu'est-ce que je peux dire? Alors, faudrait peut-être que je relise Torgal pour apprécier mieux les jeunesses, je sais pas. Je sais pas, en tout cas, pas été emballé. En plus, les dessins, c'est très. Je vais pas dire classique, parce que ça veut un peu rien dire. Mais. Bon, ouais, voilà, c'est pas mon truc, les dessins. Je les trouve peut-être un peu vieillot. Aritzia, quand elle est gamine, c'est une petite princesse capricieuse. Alors là, on a la chance de la voir sur à peu près 2 pages. Après, le reste, on a pas vraiment sur Top Gun, qui se langue d'elle. On finit sur un cliffhanger, mais un cliffhanger, en fait, vu qu'on sait que c'est une série qui se passe avant, c'est plein de trucs, si le personnage, on sait qu'on va le revoir plus tard, il n'y a pas d'enjeu, quoi. Il y a moins d'enjeu, pardon. Donc bon, j'attendrai pas forcément la suite. Mais si vous êtes fan de Torgal, continuez l'histoire, je pense que c'est toujours très bien. Alors, passons à une autre bande dessinée. Pouf. Qui s'appelle Les Druides. Alors là, on me les avait prêtés, du coup, je les ai plus sous la main. Encore que je dois avoir le 4 ou 6 qui doit traîner, non, qui traîne plus. Donc non, je les ai pas sous la main. Euh, les Druides, donc quoi ça va nous parler? Donc c'est suite à des noms. On est au moment de la christianisation de la Gaule, donc avec les Romains, avec les Romains. Oui, il y a des Romains. Oh, je sais même plus. Oui, il doit y avoir des Romains. Je sais même plus en quelle année ça se passe. J'ai honte. Je sais même plus. Bon, ça se passe en Gaule. Voilà. Il y a des Celtes, en tout cas, il y a des Gaulois. Et il y a surtout ici des religieux. Donc, c'est suite à des meurtres qui semblent venir de druides. En tout cas, tout laisse à penser que ce sont les druides qui ont commis ces meurtres. L'Église, elle fait quand même appel à l'un d'eux pour essayer de les résoudre. Donc, ça fait très penser au nom de la ronde. J'y reviendrai après. Donc, Druid, c'est passé d'être scénarisé par Jean-Luc Piscine. Jean-Luc Piscine, pareil, j'ai dû en parler précédemment parce que c'est lui qui est directeur de plusieurs collections chez Soleil, dont Les Mondes d'Aquilon, dont j'ai fait le hors-série. Donc ouais, j'en avais parlé pour le tome 31 de Delphes.
Donc oui, les séries qu'il a pu écrire, Le Comte de Corrigan, j'avais noté Merlin, les elfes, les mages, les maîtres inquisiteurs, Conquête, voilà à peu près sur sur quoi il a pu participer. Mais il est accompagné de Thierry Gigourel. Et Thierry Gigourel, il est intéressant parce que on va dire il a fait plus un travail de consultant sur cette série, puisqu'il est spécialisé dans la Bretagne et les Celtes. Quand je dis qu'il est spécialisé, c'est un journaliste et un écrivain. Il a fait beaucoup de travaux là-dessus, et après il est passé sur... donc, il a fait appel à lui pour les druides, même si je ne sais pas si c'est Jean-Luc Piscine ou Gigourel qui a initié le projet, ça j'en sais rien. Mais depuis, il a fait d'autres séries de bandes dessinées centrées sur les Celtes et les Bretons. C'est son le cas. Et les dessins sont assurés du coup par Jacques Lamontagne, c'est un Québécois. Et Dorit, c'est sa première BD en tant que dessinateur de bande dessinée à temps plein. Avant, il a fait des petits travaux, mais là, c'était son métier. Donc, ses plus gros succès, ça va être cette série Dorit, qui est en 9 volumes. Donc, moi, j'ai pu lire les 6 premiers. Les 3 suivants vont arriver plus tard. Mon collègue va m'y prêter aussi. Et il a écrit aussi dessiné Wild West. Voilà quelques dessins, enfin je lui ai mis quand même plus que quelques dessins, parce que là on parle quand même de 6 bandes dessinées. Et bien j'ai trouvé ça très intéressant, bien aimé, En plus c'est pas du tout des romans. Oh je sais plus, oh ça m'énerve de plus savoir de... Merde, douille. Bon, enfin en tout cas, allez, passons. Donc j'ai trouvé ça bien parce que souvent moi le mélange de fantastique, parce que voilà on parle du fantastique, il y a des sirènes là, de fantastique avec la mythologie des Celtes, et d'historique, parce que ça, on parle d'un personnage qui a réellement existé, hein, comment ça s'appelle, le druide, on va dire le héros principal, c'est un druide qui a vraiment existé, c'est le dernier des druides, donc c'est lui qu'on va suivre son enquête, donc après derrière, il y a tout qui a été inventé le reste, hein. Il part dans des contrées, est-ce que les druides y sont allés, on n'en sait rien, donc lui s'est dit pourquoi, les auteurs se sont dit pourquoi pas. Tu avais trouvé le premier en scan. Eh ouais, on le scanne, l'image est trop petite, du coup, oui, c'est embêtant à lire. Et c'est vrai que c'est la difficulté, ou tant mieux, pour le coup, c'est que je ne connais aucun site de scan de bande dessinée. Autant pour les mangas, les comics, c'est facile à trouver, les bandes dessinées, c'est plus compliqué. Mais c'est pas grave, hein, j'en ai suffisamment pour m'en lire en tout cas. Euh, Ouais, donc d'habitude d'habitude ça marchait pas. Ce mélange fantastique et historique ne marche pas. Et là, faut quand même reconnaître, bah, ça a fonctionné. C'est parce que si ça marche pas, c'est que tu dois avoir l'esprit un petit peu trop cartésien. Alors j'adore la fantaisie ou enfin tous les mondes de l'imaginaire, j'adore, mais le mélange, j'adore pas. Je n'adhère pas et je n'adore pas. Mais là ça marche, là ça a fonctionné. En tout cas, quand je dis que ça fait penser au nom de la rose, c'est qu'on a du coup bon, au lieu d'avoir un prêtre qui va enquêter chez les prêtres, on a un druide qui va enquêter chez les prêtres, et il est accompagné d'un jeune de son apprenti. Justement. Et bah voilà, non, vraiment le roman que je n'ai pas lu, mais j'ai vu le film donc le roman d'Umberto Eco, que je crois. Et Jean-Jacques Hano pour le film? Non, pas Jean-Jacques Hano. Oh, je sais plus. Bon, le film, voilà. Très bon film d'ailleurs. Euh, donc ça, c'était pour la référence au nom de la rose. Oui, c'est 6 volumes, ça forme vraiment un arc scénaristique, et l'histoire, j'ai presque envie de dire, elle se conclut à la fin du tome 6. C'est pas encore la fin des druides, donc c'est pour ça qu'il y a un petit appel à la suite, mais en tout cas, l'enquête initiée dans le tome 1 se conclut bien dans le tome 6, et on a vraiment une réponse à toutes nos questions. C'est qui a fait ces meurtres, pourquoi, comment, on le sait. Donc ça déjà, on répond à tout, on n'a pas d'interrogation. Euh, les visages, des fois, je les trouve très déformés au niveau pas des traits, mais c'est ça, justement, ça les rend vraiment morbides, quoi, les prêtres. Hein, ça n'a pas envie d'adhérer chez leur culte. Ils font peur, ils font un peu peur à vous. Surtout qu'il y a des visages aussi très déformés, ça montre un petit peu l'horreur de la religion chez les prêtres. Bon, c'est qu'il y a un message, je ne sais pas. Euh, Tac, voilà, ça m'a permis aussi de découvrir ce sujet de finalement la fin d'une religion, enfin de la fin de la religion des druides, cette fin entre guillemets
des druides est remplacé par l'église. C'est quelque chose qui est arrivé dans pas mal de cultures, hein, mais là du coup, on en parle et c'est vrai que c'est quelque chose où je m'étais jamais vraiment posé la question. Et c'est oui, ce que je voulais rajouter encore d'autres, c'est qu'il y a le mouvement, c'est qu'il y a de temps en temps ça fait appel un peu à la vindicte populaire, hein, tout le monde qui est contre quelque chose et il y a une sorte d'impunité qui se fait, et bon, ouais, que finalement 1500 ans plus tard, on retrouve la même chose. Donc ça doit se passer en environ 500. Si j'ai noté 1500, c'est environ 500 après Jésus-Christ. Voilà, merci. Sauvé. Euh, Voilà, donc la BD qui date quand même de 2005 pour le premier volume, je trouve que les traits encore des dessins font très actuels et c'est des traits qu'on pourrait très bien retrouver sur les séries Soleil. Les autres séries Soleil en tout cas, les nouvelles. Donc non, vraiment, vraiment pas mal. Donc il y a 9 volumes. Je vous ferai la chronique des 3 suivantes. Je pense qu'elle reste très très difficile à trouver en 9. En tout cas, il y avait des intégrales qui étaient sorties, mais je pense qu'elles doivent être trouvables, mais bon, je vous parle de choses que vous ne pourrez pas trouver, c'est bien, hein. Bravo, bravo Hulot. Allez, passons à la suite. Oh oui, quelle suite. Nous sommes sur Saison de sang. Bon là, je vais complètement fonctionner à la couverture. Euh, c'est donc le scénario. Vous allez voir, comme d'habitude, je suis super doué pour faire des pitchs. On a une armure géante qui protège une jeune fille, si je montre, on voit pas, et qui vont dans une course en avant sans pouvoir faire demi-tour. C'est pas pour tout ça. Et la couverture t'interpelle, oui, moi complètement, hein, j'ai pas fonctionné à la couverture, je l'ai vu, j'ai feuilleté, j'ai fait, bon allez, testons. Qui travaille derrière ça? Donc, on a Simon Spurrier qui, hormis des travaux pour la Maison des Idées pour Marvel et pour Judge Dredd, il a fait travailler sur Coda et sur des comics issus de l'univers de Dark Crystal. Et Bergara, il a aussi travaillé avec Spurrier sur Coda, et oui, ils se retrouvent ensemble sur Saison de Son. Voilà pour le truc, les images, et c'était quelque chose de très surprenant. Vu que je l'ai pris un petit peu sur un coup de tête, je ne savais pas à quoi m'attendre, et c'est pour ça que je dis surprenant, c'est que c'est une BD sans aucun dialogue. Enfin, si, il y a des dialogues, mais c'est dans une langue extraterrestre qu'on ne comprend pas, et ça doit être 3 bulles au total. Donc, toute la narration va se passer uniquement par le dessin, par la mise en page, par les expressions des visages, en sachant qu'on a quand même une armure, donc une armure expressive, pas toujours évident, donc ils ont dû travailler quand même, je pense, pour montrer, c'était un énorme, pour montrer ce qu'il voulait dire, ce que peut penser l'armure. Euh, c'est un gros boulot et c'est vraiment, vraiment sympa. Euh, voilà, on comprend vraiment tout, on arrive vraiment à ce mélange un petit peu de magie et puis de monde fantaisiste, on comprend comment il fonctionne, on a toutes les réponses, bien qu'il n'y ait pas de dialogue. Euh, Comme souvent justement sur ce genre de récit, surtout qu'il y a une fuite en avant, si on peut dire ça comme ça, ils sont obligés d'aller toujours dans une direction donnée, sans faire demi-tour. Il y a une double lecture qui doit pouvoir se faire si on a des clés. Moi je les ai pas, ça m'a empêché d'apprécier énormément ce comics. Euh, L'histoire reste très simple, hein, à comprendre. Enfin, voilà, il n'y a pas de dialogue, donc on peut pas faire du Tarantino non plus. Il y a un moment, c'est pas forcément trop possible. Donc, ouais, voilà tout ce que j'ai dit. C'est une super maîtrise pour cet exercice de style que je recommande vivement. C'est un peu un des coups de cœur pour l'instant que j'ai depuis 6 mois avec toutes les morts de Layla Star. Euh, j'ai super BD. Moi j'adore. J'ai gros fan. Ça fait beaucoup de gros. Voilà pour saison 200. Et passons au prochain. Et nous sommes sur Free Red. Changeons de continent, passons en Asie et particulièrement au Japon. Donc Free Red, j'en parle régulièrement puisque j'ai présenté déjà les 3 premiers tomes. Donc vous découvrez ce que j'en pense vraiment sur tous les tomes à chaque fois. Donc pour rappel, c'est le voyage de l'elfe Frieren qui a des nouveaux compagnons pour aller battre une seconde fois
le Seigneur du Mal, et puis vu que c'est une elfe immortelle, il y a le temps qui passe, les souvenirs, un peu le mélancolie, tout ça. D'habitude, j'avais jamais rien trouvé sur les auteurs, Kanehito Yamada et Tsukasa Abe. Pour une fois, j'ai réussi à trouver des choses pour Yamada. Je ne vous donnerai, je ne ferai pas l'affront de vous donner les traductions des titres de Google, puisque ce sont des titres sortis uniquement au Japon, donc avec des noms japonais, et les traductions, bon, je ne donnerai pas le nom. Et il y a, surtout, je ne sais pas lire les kanji. Donc, même pas vous donner les noms, comment ça se prononce en japonais. Voilà. Mais il faut savoir qu'il a fait deux nouvelles, enfin, il a deux autres séries, ou peut-être nouvelles. Je crois qu'il a une nouvelle et une série. Et par contre, Tsukasa Abe, j'ai rien trouvé. Hop, quelques images de Storm 4. Donc bah on continue le voyage, hein, c'est toujours agréable. Enfin toujours agréable. C'est vrai que les deux premiers, j'étais pas vraiment rentré dedans. C'est qu'à partir du troisième que j'ai apprécié, et là le quatrième, bah, je suis content de retrouver de l'Elfette. Trouver que Frieren s'ouvrait un peu plus aux autres. Les personnages aussi, les interactions entre les autres personnages augmentent, leur relation s'étoffe un petit peu plus, donc c'est vraiment, bah ouais, l'histoire se poursuit. Il se passe pas grand chose dans ce volume, hein, c'est toujours très calme. Alors, de toute façon, c'est voilà, Frieren, il y avait eu de l'action dans le tome précédent parce qu'il y a eu une bataille. Là, c'est pas le but, c'est pas du gros shonen où ils se mettent sur la figure. C'est pas du My Hero Academia dont je vais parler tout à l'heure. Niveau dessin, c'est toujours bien détaillé. Hein. Je trouve il y a énormément de détails pour des petites cases comme ça. C'est dommage que les cases soient toutes petites. J'aimerais bien prendre un peu plus grand. Voilà. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est sur certaines pages, je pense que vous en avez mis quelques-unes, bah tiens, celle-ci, on en faisait partie, la précédente, où il y a des cas sans dialogue, où on voit juste le temps qui passe. Je n'arrive pas à vous retrouver d'autres. Bon, bah, pas comme ça, voilà, pas rapidement. Donc ça, j'aime bien cette narration. Donc finalement, j'aime bien les passages sans dialogue. Bon, on est raccord avec saison 200. Voilà pour Frieren, donc bon, on attend le tome 5 maintenant, qui ne devrait plus trop tarder. Bah non, qui devrait plus trop tarder. Je l'avais vu quand il sortait, il sort en novembre, je crois. Donc oui, il va tarder. Parce que je crois qu'on est au tome 7 au Japon, donc là on attend le tome 5 seulement en novembre. Wait and see. Non, là. Bien. Passons au tome suivant. Et c'est Soul Fire, l'intégrale. Qui est une série donc par Michael Turner dont j'avais parlé le mois dernier, je crois, pour Phasm. Cette fois-ci, on est sur donc, sa deuxième série, hein, c'était Soulfire. Donc là, on est encore un pitch fantastique. Hein. On a un jeune homme poursuivi par des méchants et il va être sauvé par des gentils parce que ce jeune homme, c'est celui qui va rétablir l'équilibre dans la force. Enfin, rétablir la magie dans le monde. Nous sommes dans un monde futuriste et il y a des dragons, il y a de la magie. Vous voyez un petit peu le mélange, hein, c'est dit comme ça, c'est bien. Donc Turner, j'en avais déjà parlé, hein, voilà, c'est toujours lui qui est au dessin et au scénario, aidé aussi par d'autres personnes. Malheureusement, durant la création de ce Soulfire, il est décédé, et Joe Benitez, par amitié, par Michael Turner, a repris le pinceau pour le crayon pour terminer l'histoire en se basant sur les croquis préparatoires et sur les notes qu'il avait laissées à droite à gauche. Donc voilà, donc les dessins, il n'y a pas trop de transition entre le trait de Turner et Benitez, hein, ils sont plus ou moins de la même école, des mêmes idées. Pour Joe Benitez, un petit peu pour en parler, on l'a retrouvé sur plusieurs séries, il a fait The Darkness, et puis après il a aussi ses propres créations, Westborn et Lady Mechanica dont je parlerai sûrement un jour, puisque c'est une série que je suis. Alors, quelques images. Déjà, oula, elles sont pas terribles ces images. Bah, je vais être obligé de comparer ça un petit peu avec Lateral Phasm, qui est sorti donc, peu de temps avant. Hein, vu que les deux sont sortis de manière proche, je suis un peu obligé de les comparer. Je préfère largement ce format latéral, puisque là on a une histoire vraiment complète, avec un début, un milieu, une fin. On n'a pas de début de nouvel arc, parce que bon, en même temps, monsieur est décédé. Dommage. Alors que l'autre, on avait un début de nouvel arc qui n'est pas poursuivi. Même s'il a été sans doute poursuivi après par d'autres personnes, vu que c'était que les travaux de Turner, on n'avait pas eu la suite dans Phasm.
Là, au moins, dans Soulfire, on a une histoire complète. Et ça, c'est beaucoup mieux. Donc, ouais. On voit pas assez le monde futuriste. On est beaucoup plus lancé dans le monde de la magie, puisque le jeune homme, il doit apprendre à contrôler sa magie hein, pour arrêter de se faire poursuivre par tout le monde et de se faire manipuler aussi par tout le monde. Voilà, l'histoire, elle va quand même, elle avance bien. Même si j'ai eu un petit peu peur sur vraiment les derniers chapitres en me disant, oh, je vais pas avoir la fin, je vais pas avoir la fin, et non, ça s'accélère encore. C'est pas mal de voir ce jeune homme évoluer, parce qu'en plus, il se détachait un petit peu finalement de certaines personnes avec qui il était au début. Enfin, son tempérament évolue. Ça c'est pas mal. Il reste pas monolithique comme un Torgal. Hein. Contrairement aussi à Phasm, où Phasm, globalement, on avait Aspen qui se faisait un peu manipuler par tout le monde. Là, au moins, c'est le jeune homme qui se fait plus ou moins manipuler par tout le monde. Ça, on change les rapports, et l'autre, c'était d'ailleurs une femme qui se faisait manipuler par des hommes. Là, au moins, c'est un homme qui se fait manipuler plutôt par des femmes. Et vu qu'on vante les personnages de Turner, les personnages féminins de Turner, bah là, au moins, on a vraiment un personnage beaucoup plus fort, actif. Ouais, donc les dessins, bon bah, c'est toujours super beau. Moi, je trouve que ça reste des super illustrations. Mais je vais mettre un mais. Je suis désolé de mettre un mais hein, derrière ces dessins. C'est, je trouve qu'il y a un manque de lien entre chaque, j'allais dire page, mais on peut dire peut-être cadre par moment. Moins prononcé que sur Phasm, je me porterai plus facilement dans l'histoire, mais n'empêche qu'il y a ce manque de lien. Peut-être parce que ce sont plus enfin, que Benitez et Turner, ce sont des super illustrateurs. Mais mettre en scène l'histoire, bah, peut-être ça pêche un petit peu. Enfin, moi, j'ai beaucoup de mal à rentrer dedans. Et j'ai exactement le même problème sur Lady Mechanica de Benitez. Un peu moins prononcé, mais j'ai le même problème. Donc, soit c'est moi, c'est très possible que ce soit moi, hein, mais il y a peut-être un petit peu des deux. Voilà, voilà ce que j'avais à dire sur Soulfire. L'intégral, bah, si on se base sur l'intégral Phasm, qui je pense déjà soit hors de prix, mais surtout il n'y a plus de stock. J'ai peur que Soulfire, qui est sorti en début de mois, ce soit un petit peu pareil. Faut un petit peu le jeter dessus, il doit rester quelques exemplaires seulement. Voilà pour Soulfire, et on va passer qui reste un comics. T'as le premier Lady Mechanica, faudrait que tu le relises. Ouais, parce qu'il y a eu d'autres séries, d'autres suites à l'histoire. Je devais quand même t'avouer que il n'y a pas, par rapport à ce que j'aime bien quand on a toutes les réponses à nos questions. Dans Lady Mechanica, j'ai envie de dire qu'il n'y a absolument aucune réponse à nos questions pour le moment. J'espère qu'il va y en avoir par la suite. La série il sort toujours quelques arcs de temps en temps. C'est pas une série en continu aux États-Unis. Là, normalement, il y a un tome qui devrait pouvoir sortir, mais je sais pas quand il va être. Quand il va sortir J'attends. Suspense. Allez, passons à un autre comics. Retour à l'univers Valiant qui est cher à mon cœur. Et avec ce Visitor. Non, Visitor. On a une personne, lui là, ou celui que collection collector, qui poursuit des scientifiques japonais qui sont en visite aux États-Unis. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, on sait rien, on a plein de questions. Voilà le principe de ce Visitor. Si tu avais trouvé ça sympa, mais que c'était pas ta priorité pour Lady Mechanica, je comprends. Je comprends les dessins, pareil, je le disais, super bien, mais rentrer dedans, c'est pas facile. J'ai dû m'approcher sur déjà plusieurs tomes et relire aussi pour pouvoir vraiment apprécier Lady Mechanica, et j'ai envie de savoir la suite, qu'on sait jamais la suite et ça m'énerve, c'est plus frustrant. Revenons à Visitor. Donc, derrière ce visitor se cache Paul Levitz. Paul Levitz, d'habitude, pour une personne qui travaille dans le monde des comics, bah, je simplifie, il a travaillé chez Marvel, il a travaillé chez DC, il a fait un peu de travaux indépendants. Voilà à peu près ce que je peux dire sur 95% des auteurs de comics. Pour Paul Levitz, on peut dire une chose, il a travaillé que pour DC Comics. Avant d'arriver chez Valiant et puis chez sur un autre truc. Enfin, il a deux séries hors DC Comics. Tellement important chez DC, d'ailleurs chez DC, qu'il est devenu
directeur, tout simplement, directeur de DC, entre 2002 et 2009, et après il a fait partie du conseil d'administration. Il a pris sa retraite de ce conseil en 2020. Et entre temps, il a pu faire deux autres séries, dont The Visitor. Non, le monsieur, c'est pas n'importe qui encore. Je le dis souvent, mais là, celui-là, Paul Levitt, directeur chez DC, pas mal. Pas mal comme c'est. Et par contre, en face, on a MJ Kim, qui est une personne dont je n'ai absolument rien trouvé d'autre que ce Visitor. Et si, Faith Dreamside. Je vais parler dans leur série. Après, elle a fait quelques couvertures ou quelques illustrations pour d'autres séries Valiant, mais c'est à peu près tout. J'ai trouvé un site internet qu'elle fait. Il y a quelques dessins qui sont très beaux d'ailleurs. Mais c'est tout. Voilà, MJ Kim, si tu nous entends, que fais-tu d'autre? Qui es-tu? Voilà donc pour la présentation, hop, voilà les dessins. Donc déjà, The Visitor est un nouveau venu dans l'univers Valiant, et il n'y a pas forcément besoin d'avoir des prérequis, enfin d'avoir lu d'autres récits Valiant qu'on pourrait commencer par celui-là. Bon, d'en avoir d'autres, surtout un récit en particulier dont je tairai le nom, pas spoiler, ce serait un gros plus. Comme ça te permet de dire, mais ça je sais ce que c'est, je fais, une petite révélation, je fais, ça me parle. Et je pense que sans cette référence, ça va, le récit marche quand même. Voilà. Donc, oui, The Visitor va nous poser les questions. Qui est The Visitor? Pourquoi il attaque ces scientifiques japonais? Comment il se déplace? Parce qu'il a l'impression d'utiliser l'électricité, tout ça, mais on sait pas trop. Il a des pouvoirs, on sait pas trop. Voilà. On va y répondre à toutes ces questions. On a les réponses à toutes ces questions. C'est toujours important dans un récit de répondre à ce qu'on... aux interrogations qu'on met. Hein. Lost, je te regarde. L'enquête, elle prend son temps. Par rapport aux autres récits Valiant qui allaient mais super vite, là celui-là, moi, ça prend plus de temps. Il y a beaucoup de bulles à lire, c'est aussi pour ça que c'est plus long, ça prend son temps. Des bulles pas toujours intéressantes, parce que quand on nous dit pendant les 6 chapitres, quand on a la nana qui fait son enquête, qui veut protéger les Japonais, qui leur demande, mais pour vous protéger, dites-moi ce que vous faites, et donc déjà elle le dit, elle pose souvent la question, et ils répondent toujours, ah non mais c'est top secret, on peut pas vous dire. Et les Japonais ils disent, oui on n'avait pas besoin des Américains, on peut se débrouiller tout seul, et ça ils le disent pendant tout le comics. Bon, c'est un petit peu redondant hein, au bout d'un moment, c'est bon, on a compris que les Américains ont envie de les passer. Tac. Une chose à noter, oui, important par rapport au dessin, et surtout aux couleurs. D'ailleurs c'est pour ça que je les cite aussi toujours en bas en petit. Désolé, je les mets en petit, mais les coloristes sont, voilà, on peut voir qu'ils sont super importants, puisqu'il y a, je ne sais pas pourquoi, il y a un changement de coloriste entre le chapitre 1 et le chapitre 2. Le dessinateur est toujours le même, la dessinatrice, pardon, et c'est toujours la même, mais du coup, le couleur change, et ça change vraiment l'aspect du comics. J'ai essayé de mettre un peu les deux images, donc voilà, par exemple, ça c'est le deuxième coloriste, Ulysse Areola. Et sur les premières images, je crois que vous avez mis une case, celle-ci est une case des premières images, on voit qu'il n'y a pas la même patte. Moi j'adore les couleurs d'Areola, donc je préfère cette deuxième partie. Mais ouais, là on voit l'importance d'un coloriste sur le dessin, sur ce que ça peut changer en tant que tel sur notre appréciation. Il y a un changement de dessinateur aussi au chapitre 5, je sais pas pourquoi non plus. Pourquoi ce chapitre, il n'y a pas de logique. Je suis moins fan des dessins, mais ça va. Ouais, non, ça choque un petit peu, ça m'a choqué un petit peu, mais depuis que je fais cette chronique, je vois que j'analyse beaucoup plus ce que je lis, les dessins, hein, sur tout ça, et du coup, est-ce que ça me gâche un petit peu? Peut-être. Je fais plus attention en disant, tiens, c'est un dessinateur, il a changé, bon, ouais, les visages sont un peu différents. Il y a peut-être un truc comme ça. C'est courant le changement de dessinateur entre les chapitres. Alors oui et non. Oui et non. Ça se fait régulièrement quand même dans le comics, mais pas tant que ça, parce que, surtout sur des mini-séries de 6 chapitres. Il y a 6 chapitres, le dessinateur va pas changer, sauf s'il y a peut-être un flashback, on change de dessinateur. Et oui, s'il y a un changement de style, ça peut choquer, et je ne suis pas fan en général. Sauf quand c'est bien fait, comme dans
un comic que j'ai parlé le mois dernier ou le mois d'avant, c'est The Scumbag, où le dessinateur change à chaque fois, et ça marchait quand même. Ça marchait quand même, parce que voilà, c'était le principe d'avoir un dessinateur différent. Là, on s'habitue, déjà même le changement de coloriste, ça fait bizarre. Bon, on sent que The Visitor, il a été fait sur le principe, justement, qui est-ce qui est-ce qui tue, hein. C'était une mode à un moment, au moment où c'est sorti, dans le comics, dans le monde du comics. Donc du coup, Valiant a surfé là-dessus, surtout que Valiant, ça va très mal en ce moment. Ça va mal depuis le Covid, et en ce moment, ça va très bien, parce que je crois qu'ils ont viré 2 personnes, enfin, il y a 3 personnes qui sont parties, pas été virées, et des personnes importantes chez Valiant. Et en plus, il y a un manque de continuité dans leur série. J'avais adoré la fin, on va dire, de de la Reine oubliée, je me suis dit que j'allais avoir la suite dans Archer et Armstrong, et la nouvelle série Archer et Armstrong part sur autre chose, et j'ai pas la suite. Voilà, j'ai l'air d'avoir des débuts d'histoire, enfin des promesses d'histoire, et de ne pas avoir cette... Donc voilà, là ils ont surfé sur le Visitor. Est-ce qu'on reverra le Visitor vu des mouvements chez Valiant? J'en sais rien. J'en sais rien. J'espère que oui, mais j'en sais rien. Voilà pour The Visitor. Oh oui, celui-là il est bien. Il est d'actualité. The Resistance. Et pourquoi il est d'actualité? Je vais vous faire l'histoire. La situation va peut-être vous parler. Il y a une pandémie dans le monde qui s'est répandue à travers le monde et qui est mortelle à 95% des cas. Un petit peu plus que ce qu'on a connu nous. Au bout de 2 mois, le virus, il devient inerte. Il ne tue plus personne. Enfin, il existe toujours, mais il n'y a plus aucun symptôme. Et les survivants, en tout cas, qui avaient contracté cette maladie, les 5% de survivants, hein, globalement, et ils contractent des super pouvoirs. Voilà le pitch de départ de The Resistance. On va tout de suite commencer par dire, donc cette pandémie, tout ça, ça a été le comics est sorti, attention, en mars 2020. Oui, le timing, il est parfait hein, pour ce truc-là. Donc ça veut dire surtout que l'histoire, elle a été écrite bien avant tous les événements. Ils n'ont pas surfé sur la vague, tiens, une pandémie, on peut faire un récit sur la pandémie et puis des super-héros. Non, c'était vraiment une autre histoire, surtout qu'en plus ça fait faire appel aux suites des pandémies, et on peut voir que finalement c'est assez raccord avec, avec notre réalité, puisque on a, petit spoil hein, léger, on a les Russes ici qu'ils attaquent la Biélorussie. On n'est pas loin de la réalité. Hein. Il y avait un pays sur 2, c'était pas trop mal. C'était prévu, ils avaient tout prédit. Mais ouais, c'était écrit là-dedans. Voilà, ce qui est sorti au même moment. Donc, pour la réalisation de The Resistance, on a Straczynski, qui est surtout connu dans le monde des séries télé, puisque c'est le créateur de Babylon 5. Il a écrit je crois 95 épisodes sur les 110 existants de Babylon 5. C'est vraiment. Et puis il a aussi ensuite il a participé ces derniers temps à Sense8, de la série des sœurs Wachowski. Donc voilà, il a commencé d'abord par là, et après, vu qu'il était quand même fan de bande dessinée, il a pu aussi écrire ses bandes dessinées. Donc on l'a vu sur du Spider-Man par exemple, sur du Superman et du Wonder Woman, hein, toujours DC Marvel. Et ensuite enfin ensuite non, il a même commencé par ça, il a fait aussi de l'indépendant. Midnight Rise, Rising Star et Midnight Nation. Il avait les mots mais il avait tout mélangé. Et donc il y a The Resistance aussi. De ce que j'ai pu lire quand même au niveau ces différentes séries et des critiques que j'ai pu lire sur ces différentes séries, c'est quelqu'un qui est quand même très doué pour écrire des récits de super-héros différents des classiques Superman, Spider-Man et autres. Donc c'est un auteur quand il fait de l'indépendant qui est intéressant à lire, ces comics de super-héros. Et au dessin, on a un Brésilien, Mike Deato, un parcours classique, hein, mais chez DC, chez Marvel, et un peu d'indé. Et voilà, vu que le monsieur il a fait du Xena, il a fait des comics Xena à la guerrière, me dit que c'est forcément quelqu'un de bien. Oui, je suis fan de Xena. Voilà, c'est dit. Donc, pour The Resistance, c'est un récit qui se déroule sur le monde entier. On n'est pas auto-centré sur les États-Unis, donc on a plein de petites scénettes qui se passent un peu à droite à gauche dans le monde. Tiens, pour faire un autocollant. Oh, il y a un autocollant derrière. Du code barre. Donc, pardon. Donc, c'est différentes petites scénettes et ça casse pas quand même le récit. Souvent, des fois, on dit ah, mais j'aime bien ces personnages.
on passe à une autre scène qui se passe ailleurs, surtout des fois dans des bureaux, on va dire le G7 qui se réunit, on voit un petit peu ce qu'ils discutent, et pouf, après on repasse sur le précédent personnage. Donc on passe de l'un à l'autre et ça se fait plutôt bien. Euh, le récit se déroule, il n'y a pas de problème. Maintenant, on rentre jamais vraiment dans le récit, on survole les événements qui ont découlé entre la fin de la pandémie et puis tout ce qui découle, et vu qu'il y a quand même des gens qui ont des super pouvoirs, ils veulent, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Donc il y a une résistance, d'où le titre, qui se crée cette résistance. C'est un récit fondateur, celui-là, The Resistance, est un récit fondateur qui va appeler d'autres récits dans l'univers. Chacun va pouvoir se lire indépendamment. D'ailleurs, il y en a déjà un ou deux qui sont sortis depuis, dont The Resistance Uprising qui est sorti en France. Mais on peut le lire a priori chacun peuvent être indépendants, mais ça va créer un univers à voir la suite. Puisque dans celui-là, le fait qu'on passe de scénette en scénette, ça se fait bien, mais ça manque d'iconisation des personnages. Enfin, ce que je veux dire, c'est le récit prend jamais une grosse ampleur, vraiment, on va être vraiment super héroïque. C'est presque des super héros du quotidien. Surtout qu'il y en a quand même, vu qu'il y a eu, je crois, 400 millions de morts, s'il y a eu juste 5% de survivants qui ont des pouvoirs, ça fait encore quand même beaucoup de gens qui ont des pouvoirs. Ils sont un peu innombrables. Il y a une page, d'ailleurs, ça me fait penser, mais je pourrais jamais vous la montrer, enfin ça va être impossible. J'ai jamais vu ça. Voilà, c'est une page blanche. Sauf que si on la met par transparence, il y a le derrière qui ressort. Et ça rend la page, mais de pourquoi je me suis rendu compte de ça, je fais, oh, c'est génial, surtout qu'il y a des bulles qui sont écrites à l'envers. Donc c'est vraiment fait pour être lu de cette manière et avec les autres pages enfin, les autres bulles sur le côté, par transparence et par rapport au discours qui est fait à ce moment-là, c'est génial. Ça fait rien que pour cette page-là, faut lire The Resistance. Parce que en plus j'adore les dessins avec des ondes très présentes, très marquées, c'est très sombre. Donc moi je marche à fond là-dedans dans The Resistance. Je m'attaquerai sans doute au Resistance Uprising qui est sorti un peu plus tard. Tout récemment, en tout cas en France. Voilà pour The Resistance. Hop, passons à la suite. Donc ça peut il va là, il m'embête. Voilà, bouge plus. Paf. Tac, 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 on approche, aïe, encore 6. Avec Gun Mars Chronicle. Alors, Gun. Donc ce sont les suites de l'origin story de Gali, le personnage principal de Gun. Ou Gunmu, c'est rien dit Gunmu. Moi je dis Gun. Donc je suis désolé si je massacre le titre. Donc bon, je vais faire vite fait une petite présentation du monde de Gun. On est dans un monde post-apocalyptique. Donc ça se passe des siècles plus tard sur Terre. Il y a différentes factions, il y a des androïdes, il y a beaucoup de... Oui, mais c'est ça, il y a des androïdes, des cyborgs, il y a pas mal de choses. C'est un univers violent. On va suivre Gali, qui est au final, on le sait, hein, qui est une ancienne, qui est devenue une cyborg, qui est toujours à la recherche de son humanité, qui a une première série, Gun, que l'auteur a mis fin à cette série puisqu'il il était malade. Donc il a mis fin à cette série, mais quand ça allait mieux, il a pu modifier la fin et sortir Gun Last Order, qui est un gros morceau qui est beaucoup plus long que Gun, qui va parler de combat, parce que la moitié du manga c'est ça, d'un combat, d'un tournoi gigantesque dans une station spatiale, avec des mecs qui bougent en restant immobiles, qui bougent à la vitesse de la lumière, en restant immobiles. Vous voyez le concept. Enfin, ça part dans le délire, c'était vraiment sympa. Et la promesse de Gun Mars Chronicles, en tout cas celle que j'avais, c'était que ça va nous parler de la suite de Last Order. Et bah non, pas du tout, c'est une origin story. Je vais y revenir. Donc l'auteur c'est Yukito Kishiro. Ça fait 30 ans qu'il bosse sur Gun. Donc c'est vraiment son œuvre phare, son œuvre d'une vie. Il y a eu quelques pauses, hein, parce que c'est un mangaka, hein, il est souvent un peu blessé. Bon, c'est la vie un peu du mangaka malheureusement. Donc 30 ans sur Gun. Que dire sur ce Mars Chronicles? Eh ben je vais faire simple. Je m'en fous. Voilà, je m'en tape royalement. D'habitude, c'est vrai que je parle pas des mangas
enfin des livres, quand j'ai pas grand chose à dire de positif dessus, j'adore Gun. C'est pour ça que je vais en parler, hein. Je suis comme toi avec un petit cœur Gun pour Gun, hein. Mais voilà, t'as résumé le truc, Ramel. Surtout, ça met du temps à avancer. Voilà, parce que moi déjà, j'avais la promesse, c'était la suite de Last Order. Et ben non, pas sur une origin story. Mais je m'en fous, l'origin story de Gali. Je la connais, enfin, on la connaissait, hein, plus ou moins. Elle s'est fait embaucher par les Thundercats, elle a appris le truc et tout. Et là, on commence quand elle est Galine. Bon, c'est pas trop mal. Mais oui, ça met du temps à avancer parce que Gali va rencontrer, vous, ou d'autres personnages, vont rencontrer des personnages secondaires et ces personnages secondaires vont nous parler de leur vie. Voilà. Et donc pendant 3 volumes, on va avoir la vie du personnage dont on se fout royalement qui vient d'apparaître. Au moins dans Last Order, parce que j'ai surtout ce personnage avec la vampire. La vampire était présentée. Il y avait quelques chapitres avec elle, tout ça. Et il y a un moment, on partait sur un flashback. Qui durait, je crois, au moins 2 volumes, facile. Mais au moins on savait qui c'était, elle était introduite, elle avait pris le temps de s'installer, et on passait sur son histoire. Là, on est sur un flashback, on part sur un autre flashback. Bon, voilà. Oui, c'est ça, qu'on ait 1 ou 2 tomes pour une story, mais non, c'est pas 1 ou 2 tomes, on passe jamais à la suite. Et de temps en temps, en plus, quand on a des origin story dans l'origin story, voilà. Au moins, au moins pour ce tome 8, ça pourrait, l'histoire pourrait, c'est un peu plus intéressant parce que voilà, on est avec Gali et avec Erika, un personnage aussi qui est assez intéressant, celui-ci. On rencontre enfin le Panzerkunst. Ça va s'emballer dans les tomes suivants, j'espère en tout cas. Mais je te rejoins Caramel, les 5 premiers c'est long, et je trouve que c'est dégueulasse aussi. Il y a un mec, il se retrouve avec plein de visages sur le fond corps, ça s'appelle les figurons, un truc comme ça. C'est dégueulasse, ça fin de tout. Ça a toujours été sanglant, Gun, mais là je trouve ça juste dégueulasse. T'attendras que ce soit fini pour voir, bah je te conseille ça, parce qu'attends, FIRM, voilà, Gun, voilà, ça parle de lui-même. 200 et quelques pages, hein, 150. Donc, et vendu au même prix, je pense que c'est vendu plus ou moins au même prix, mais bon. Donc, moi je trouve que c'est un foutage de gueule, hein, Gun, Mark Chronicle. Donc, je suis désolé de défoncer ça, défoncer Gun, en tout cas. En termes de dessin, par contre, c'est très bien. Pas mal de fond blanc, même si on n'a a pas tant que ça non plus. Donc, non, ça va. Ça va vraiment. Les visages, on alterne entre des visages bien détaillés, des visages beaucoup plus simples. Hein, on le voit sur cette page, la page d'avant. Et toi, Frieren, c'est ta découverte manga de l'année. Moi, c'est peut-être le seul nouveau manga que j'ai lu cette année. Je suis en train de lire du Sao Tomé. Mais je découvre, enfin, c'est pas une mangue, voilà. Je préfère effectivement Frieren, mais à toi de me dire si après les 2 premiers volumes, tu étais emballé. Parce que la presse, en tout cas BD, était disant oh c'est génial. Moi j'en avais aucune idée, j'ai pas trouvé ça aussi. Je suis pas aussi emballé. Par contre j'aime beaucoup maintenant. Mais ouais, j'aime beaucoup maintenant. Ça je lis pas beaucoup de mangas, j'en présente beaucoup, mais je fais très peu de sorties, des mangas, de nouveaux sorties. Faudrait que je compte le nombre de mangas qui sortent. C'est. C'est fou. Déjà, il y a beaucoup trop de bandes dessinées qui sortent, mais les mangas, enfin, je sais même pas comment ils ont la place pour ranger. T'aimes bien le personnage de Frieren, on est d'accord. On est d'accord, j'aime bien aussi ce personnage. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Non, bah non, c'est tout. Voilà. Là, on a des personnages qui commencent à être à super classe. Alors, rien que celui-là déjà sur la couverture, il est cool. T'aimes bien l'idée du manga? Ouais, bah oui, bah on a le même avis, c'est bien. Je dis pas que des bêtises. Et quand bien même si j'avais pas, si tu disais que c'était nul, bah c'était nul. À partir du moment où je développe un petit peu pourquoi je trouve ça nul, bon voilà. C'est pas un manga ou film action, etc. Mais c'est plus une tranche de vie, oui. Tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça que c'est à cheval entre le shonen et la tranche de vie. Et puis voilà, on a vraiment commencé l'histoire avec la fin de la quête pour Frieren. C'est pas le. Parce que voilà, le Seigneur du Mal y est vaincu, on commence l'histoire. Puis ensuite on rajoute autre chose. Euh, J'étais presque un peu déçu par la direction que ça prenait, mais finalement c'est pas trop mal. J'aime bien quand même. Pour Frieren. Et Gun, bah on lira le tome 9, hein, je vous ferai pareil, hein, un retour sur le tome 9 qui devra sortir dans longtemps, parce que ça met vraiment beaucoup de temps à sortir les mangas. Gun, Chronicle. Voilà.
on verra dans quelques mois. Passons à un comics, revenons aux États-Unis avec Nocterra. Nocterra, pareil, couverture qui fonctionne chez vous. Donc pour l'histoire, le soleil il a disparu. Euh, et du coup, les êtres vivants qui vivent dans l'obscurité, et ben ils ont muté. Donc c'est pour des créatures un peu bizarres, un peu difformes, toute la nature a changé. Donc on va suivre une jeune femme qui est chargée de convoyer des personnes, peut-être des biens aussi, entre des différentes, les dernières cités humaines. Aux États-Unis, bien sûr. Toujours aux États-Unis. Donc ça c'est pour le pitch de départ. Donc Scott Snyder, au scénario, j'en ai déjà parlé le mois dernier, puisque c'est lui qui avait scénarisé Batman sombre reflet. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre aussi sur lui? Voilà, et donc avec Nocterra, c'est un retour à l'indépendant après American Vampire qui avait eu pas mal de prix pour Snyder. Et Tony Daniel, c'est que c'est le parcours classique, hein, DC, Marvel, indépendant. Voilà, voilà pour les auteurs. Bon, maintenant, si vous suivez cette chronique depuis janvier, hein, au niveau des personnages, hein, dès qu'on a un personnage féminin un petit peu badass, moi j'aime bien, je suis plus poil dans ce que j'aime lire. Bon, même si aujourd'hui badass ça veut plus rien dire, mais notre héroïne, elle est badass. Voilà. Donc ouais, dans tout est réuni, c'est vraiment une super série. Enfin, bon, en tout cas une série que j'aime beaucoup. Voilà, on a un mystère à résoudre, essayer de comprendre surtout. On a un antagoniste hyper stylé, hein, tout en noir avec juste les dents qui sortent, c'est vraiment pas mal. Bon bah voilà une héroïne qui a son caractère, qui a des fêlures aussi, qui est pas juste qui est pas juste badass, hein, elle a quand même des trucs, des fêlures, elle cherche à protéger son frère. Donc non, c'est vraiment moi j'aime beaucoup, et les créatures aussi qui font donner un plongée permanent aux personnages quand ils sont sur la route. Je rapprocherai un petit peu le comics avec des planches moins aérées, mais c'est normal vu le récit. À Skyward. Skyward, on avait aussi un changement de la nature, puisqu'on avait une perte de la gravité, et on avait une héroïne qui cherchait à trouver un moyen de résoudre le problème et de comprendre qu'est-ce qui s'était passé, tout ça, tout ça. Les créatures en montent, il y avait des libellules géantes. Donc non, voilà, on peut vraiment rapprocher de Skyward, que j'avais bien apprécié, donc j'espère pouvoir apprécier ce Noctera, puisque c'est un tome 1. Là, il y a eu une suite qui a été faite aux États-Unis, qui est toujours en cours de publication, donc j'espère vraiment que Delcourt nous proposera la suite quand il y aura suffisamment de chapitres. Ensuite, qu'est-ce qu'on disait Qu'est-ce que je disais surtout Oui, ça c'est plutôt. C'est vrai que je voulais le dire aussi, parce que là, niveau dessin, je veux dire que c'est très joli, comme d'habitude. Parce que je trouve que les 95% des BD que je lis, c'est que j'apprécie le dessin si je le lis. Je le lis. Bon, Torgal, c'était de la prépublication, pour ça que j'ai lu. Euh, mais donc du coup, bah, puis, je suis pas dessinateur, donc je peux pas dire, bah non, mais c'est moche. Ah oui, mais je suis pas capable de dessiner comme ça déjà. Donc, qui suis-je pour dire ça Puis d'ailleurs, de toute façon, qui suis-je pour dire ça même que dire que c'est joli, bon, c'est toujours mon appréciation. Surtout qu'il y a des dessins qui sont plus simples. Je pense surtout à des BD peut-être humoristiques. Les dessins sont plus simples. Mais bon, ça reste sur le style et c'est pas moins intéressant. Donc du coup, bah, je vais commencer à limiter un peu plus les remarques sur les dessins. En tout cas, moi, je sais que j'aime beaucoup ce type de dessin. Voilà, je voulais faire cette petite remarque parce que bah, j'ai rien à dire sur le dessin. Moi, j'adore les dessins, j'adore les couleurs, ça pète. Voilà. Donc, bah, série à suivre. Sur la suite, peut-être l'année prochaine, parce que c'est un bon pavé quand même celui-là. Voilà pour Noctera qui est sorti au moins l'année dernière, je crois. Un petit moment maintenant. Top, allez, revenons en Europe. Enfin, plutôt en Europe. En Inde, mais par des Européens. Avec Arjuna. Pareil, je marche à fond sur la couverture. Nous sommes dans l'Inde du 19e siècle. Et on va suivre Arjuna, qui est une mercenaire qui bosse avec les Anglais pour tuer les divinités, pour vraiment installer la présence anglaise en Inde. Et elle est chargée ensuite de raccompagner la fille d'un général pour la sortir, vu qu'elle est un petit peu dévergondée, pour la sortir d'Inde.
Voilà l'histoire. On a au scénario Mathieu Marwal. Mariol, pardon, pas Marwal, Mariol. J'ai écrit n'importe quoi. Donc c'est un peu un touche-à-tout en termes d'univers. Il a fait de la fantasy avec Pixie, de la SF avec Hazard. Oui, je lis mes notes, hein, parce que là, j'ai pas retenu tout ce qu'il a fait le monsieur. Il a fait aussi du football, hein, il a fait foot de rue et PLG, il a écrit des BD sur le PSG. Tout un programme. Je sais rien, je les ai pas lus. Je peux pas dire si c'est bien, je pense que c'est des BD pour les jeunes. Surtout foot de rue, c'est une adaptation d'un animé, et puis PSG, PSG Academy, bon. Fan du PSG, youpi. Et il a fait aussi du fantastique avec Smoke City. Ensuite, la dessinatrice Laurence Baldetti, c'est quelqu'un d'assez jeune finalement dans le monde de la bande dessinée, puisqu'elle a mis en dessin la quête des Williams, des Willan, c'est une bonne adaptation d'un livre. La Perle Blanche aussi, et un récit, donc c'est un récit historico, la Perle Blanche est un récit historico-comique, et ensuite il y a eu Arjuna, c'est que sa troisième série, enfin c'est même pas une série, c'est un one-shot. Tout est contenu dans cette outil. Donc, ce récit se passe en Inde, et bah après avoir lu toutes les morts de Léla Star, ça fait assez rigolo d'avoir un deuxième récit qui se déroule aussi en Inde. Pas la même période, mais finalement avec en Inde, dans le même pays. On va voir pas mal de divinités tout au long de l'album. Donc c'est pas mal de les découvrir. C'est des divinités que je ne connais pas trop. Ce qui va manquer en fin d'album, c'est une page peut-être. Parce qu'on a des dessins préparatoires ou des proquis. Mais j'aurais presque préféré avoir des pages sur savoir qui est Ravana, qui est Shiva. Exemple, toutes les divinités qu'on rencontre, qui elles sont, hormis me dire que c'est la déesse de l'amour et de la destruction, bon, c'est un peu limité. C'est comme me dire qu'Arès c'est le dieu de la guerre. Ouais, j'aurais bien aimé un peu plus loin, savoir que c'est le frère d'Aphrodite, tu vois, toutes les interactions qu'il peut y avoir, sans rentrer dans les détails, mais un petit peu plus. Voilà, à moi d'aller maintenant sur Wikipédia. Pour le personnage d'Arjuna, puisque c'est quand même le personnage principal, c'est quand même quelqu'un d'impitoyable, qui est pas sympathique du tout, hein, parce que finalement, elle va tuer les divinités pour le compte des Anglais, finalement pour l'envahisseur. C'est un peu, alors, sachant qu'elle est une indienne, elle trahit un petit peu son pays. D'ailleurs, certains personnages lui reprochent. Il y a plusieurs personnages qui vont se regrouper pour pouvoir emmener la jeune fille à Londres. Toute l'histoire se construit, mais je peux pas en dire plus pour pas spoil, pas trop spoil en tout cas. Après voilà, pour revenir sur les divinités, pourquoi en fin d'album? Parce que c'est vrai que si on le mettait en milieu d'album, pour dire hey toi, Ravana, fils de machin, engendré par truc, bon, ça ralentirait la rythme du récit et c'est pas le propos, c'est pas ce qu'on veut raconter. Prendre que ce soit pas fait, mais petite note en fin d'album, toujours bien. Hein, la prochaine fois, messieurs, dames. Euh, Quand même, je vais faire un petit mot sur les dessins. Je trouve quand même que ce moment, c'est selon comment la caméra est placée, enfin la pseudo-caméra est placée, je trouve que les visages sont un peu difformes, parce qu'on connaît moins les personnages par rapport à la tête d'avant. J'ai le petit bémol, après, bon c'est les personnages, ça reste super. C'est quand même pas mal. Voilà, mais c'est peut-être juste moi. Voilà. Donc voilà, c'est une bande dessinée prise sur la base de la couverture et je ne regrette absolument pas. Allez, approche de la fin. Et là, j'ai My Hero Academia, c'est pas dans l'ordre. C'est pas grave, le voici. Donc My Hero Academia, donc bon j'en parle tous les mois. Hein. Donc là dans celui-là, ce tome 33, dernier tome sorti début juillet. On a la suite, enfin on a le combat, même pas c'est pas la suite. On a le combat d'Izuku qui est face à ses amis qui essaye de le sortir de son pseudo côté obscur. Voilà, pour l'histoire. Hein. Et Koei Horikoshi, c'est son œuvre phare. Hop, son beau dessin. Hop, hop, hop. Du coup, on terminait le tome 32 avec un appel au pouvoir de l'amitié. Et ben voilà, on est maintenant dans la baston
pour nous dire que voilà, c'est comme ça que je pense qu'il faut le prendre, c'est que quoi qu'il arrive dans la vie, vous n'êtes pas seul, vous avez de la famille, vous avez des amis, vous avez des gens qui peuvent vous aider, et ben reposez-vous sur eux, vous n'êtes pas seul. Voilà moi ce que me dit cet homme-là. Donc je vous le dis, vous n'êtes pas seul, si vous avez un problème, des gens qui peuvent vous aider. Voilà. Et donc My Hero Academia, ça met du temps à finir, c'est fou. Nous sommes dans le dernier arc. Donc ça va. Je n'ai pas lu, je ne lis pas les scans, moi je lis que les tomes. Donc je m'attends à ce que ça se finisse dans pas si longtemps que ça non plus. Je pense qu'il va peut-être avoir un gros combat qui va durer un ou deux mangas, je pense, mais ça. On verra la suite. Après, ça met du temps à finir. Je sais pas du tout le nombre de tomes qui était vraiment prévu au départ, hein, parce que si on dit dans les tomes dans les séries qui mettent du temps à finir, euh, One Piece par exemple, où on est quand même au 102e chapitre, enfin 102e, pardon, 102e volume, ça met du temps à finir, mais bon, on est content de retrouver quand même ce personnage, et je me faisais la réflexion plus par rapport à un jeu, mais ça marche aussi par rapport au manga, des comics, à tout ça. Quand on fait le voyage, par exemple pour One Piece, dans 25, 30, 35 ans, avec les personnages, euh, au moment où ça se termine, peu importe comment ça se termine, si la fin est bien ou pas bien, on est presque, on s'en fout. Il faudrait mieux que la fin soit bien. Mais on quitte ces personnages, on sait qu'après, une fois qu'on a terminé la dernière page, pardon, c'est un manga, on va plutôt dans l'autre sens, vous voyez pas à l'image, mais c'est moi qui le savais, vous terminez le manga, vous fermez la page, et là, c'est fini. Ces personnages, ils vont vivre leur vie après le livre, à vous d'imaginer ce qui pourrait arriver, mais vous les quittez. Et il y a une fin, il y a une plus de combinaison, c'est ah, c'est fini. J'avais eu la réflexion sur Hellboy, j'en parlerai sans doute un jour d'Hellboy. Oh oui, putain, ah oui, ça pourrait être une série ça, Hellboy. Je note l'idée. Donc du coup, il y a un petit truc, et c'est vrai que voilà, 30 ans, pas forcément vite à finisse, mais il faut que ça se termine un jour. Et donc My Hero Academia, on est dans le dernier arc, donc j'étais content parce que de voir cette dernière arc, c'est que je partais pas sur 100 tomes. Donc tu lis tes scans de temps en temps, mais t'as l'impression que ça n'avance pas. Après, faut voir en manga. Oui, vu que je lis 10 chapitres d'un coup, ça avance, et vu que j'en ai tous les 3 mois, bon ça avance, j'ai pas cette frustration de l'avoir toutes les semaines, et c'est vrai que pour manga toutes les semaines, c'est un peu dur aussi, One Piece toutes les semaines, j'ai vraiment l'impression que ça n'avance pas. Il fait un free RN version One Piece, que deviennent les personnes de One Piece quand l'histoire est finie. Alors ça, je pense que ça existera. Il y aura un spin-off qui va exister. Bah regarde, prends Fairy Tail. Fairy Tail, c'est terminé, l'histoire est finie. Quelqu'un d'autre a pris le relais pour faire la 100 Year Quest. J'ai commencé à lire, j'ai même pas fini. Faudrait que je continue. Je serais pas mal. Mais Naruto, t'as du spin-off. Voilà, c'est jamais fini. Hellboy, j'en parlais juste avant. Au moment où je termine, je fais c'est fini, Hellboy, je le lirai plus jamais. Il y a eu la série Hellboy en enfer, et derrière, on l'a vu dans BPRD, l'enfer sur Terre. L'enfer sur Terre. Non, le diable que l'on connaît. Un mal bien connu. Et mal connu, la fin de la série, on a la fin de la série de l'univers Hellboy. Ce qu'on pouvait avoir, c'est que des trucs qui se passent avant. Bah non, on a là qui est sorti cette semaine aux États-Unis, un Frankenstein qui est sorti. Oui, Frankenstein est un personnage de l'univers Hellboy qui est sorti, qui nous raconte la suite. Bon, bah voilà. Dragon Ball, non, il n'y a rien, y a, oui, voilà, c'est comme tu dis, non, il n'y a rien, ça n'existe pas. Moustache. Pense aux moustaches. Et là, t'as une vieille image dans la tête. Quoique non, t'as eu Super aussi, entre temps, après. Ouais, il y a eu des choses. Il y a eu des choses. Allez, passons. Continuons quand même avec du manga, avec Eden. Donc, Eden, c'est une série qui est sortie il y a longtemps, qui ressort en édition perfecte en cours. Donc tu vas faire à manger, tu reviens. Bonne préparation, moi il m'en reste deux, donc je pense qu'on est encore pour 10 petites minutes. 10 bonnes minutes, et puis après je rendrai l'antenne pour les gens de tout à l'heure. Donc Eden. Eden, on suit, donc pour rappel de l'histoire, on suit Elijah qui est un fils d'un narcotrafiquant très influent dans l'Amérique du Sud, qui se bat contre, on va dire, le gouvernement mondial, le usurpateur. Donc Elijah, il est enfin en sécurité parce qu'il était poursuivi un peu par tout le monde, il était protégé par des mercenaires et tout, et là il est enfin en ville en Amérique du Sud. Et il essaie de retrouver sa mère et sa fille qui avaient été enlevées par le usurpateur. Et donc il est aussi aidé par les mercenaires et une IA diplomatique.
une intelligence artificielle qui est arrivée. Je ne sais pas trop ce que c'est. Pour parler à nouveau en fait d'Hiroki Endo, il a seulement juste 3 séries à son actif. Il y a Eden, All-Rounder Megulu, c'est un manga qui tourne autour des arts martiaux, et puis un peu de la mafia, parce que la mafia on en reparle aussi beaucoup dans ce tome-là. Et il y a Soft Medal Vampire, qui est un récit d'anticipation avec des vampires. Ça, de ce que j'ai lu, c'était pas très ouf, mais n'empêche que du futur avec des vampires, c'est top. Il y a un comics, allez je dirais, il y a un comics qui existe, c'est Bleed and Dry. Ça se passe dans le futur en 2070 ou je sais pas, vraiment dans un univers cyberpunk avec des vampires ninja. Voilà, je vous laisse réfléchir. Et pour ce temps-là, on va passer un peu à mon avis sur ce tome 3 et à quelques dessins. Donc, enfin sur ce Eden, toutes les critiques que j'ai pu avoir sur Eden, et bien, je les efface un petit peu. Et salut Puxi. Puxi 2. Voilà, déjà, on n'a pas de religion qui est mise dans la balance, on n'a pas de discussion un petit peu philosophique sur les... Oh, merci Katsuki pour le raid, et bienvenue à tous. Bienvenue dans les chroniques BD, hein, où je discute... justement, je raconte les bandes dessinées dont je parle... dont j'ai lu, pardon, durant le mois précédent, le mois de juillet. Plein de proches. J'ai lu Eden, It's an Let's World, le tome 3. Et donc, aussi 4. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc toutes les critiques que j'ai pu avoir Eden, hein, donc ça plaît beaucoup de religion, philosophique, tout ça, c'était pas mon truc. Les dessins, je les trouvais, c'était beaucoup de pages blanches, il y avait très peu de fond. Là, hormis le ciel, finalement, qui est blanc, tout ce qui se passe en intérieur, il y a quasiment un fond en permanence. Toujours très détaillé aussi au niveau des personnages, donc non, là, il y a gros mise à niveau de ce côté-là. Voilà, il y a vraiment un gros step qui a été franchi, je trouve, et j'espère vraiment qu'on revoit, que ça continuera dans le tome 4 Perfect Edition. On a 2 arcs qui dans la totalité de ce gros volume, de ce gros pavé. Donc un premier qui est une scène d'action, beaucoup d'action. On a une IA qui apparaît comme ça, un peu comme par enchantement. Bon, on verra. Je pense que ça va être une intrigue future qui va être développée. Donc j'espère vraiment que ça sera dans le sens là, c'est mieux. J'espère qu'on en saura plus, sans doute. Et le deuxième, on plonge un petit peu plus dans le monde de la mafia et dans les bas-fonds aussi de la ville dans laquelle il est, puisque Elijah va travailler pour des prostituées, dans une maison de passe. L'auteur, Hiroki Endo, a travaillé, je crois, en tant que garde du corps de prostituées. Ou attends, c'était lui ou c'était quelqu'un d'autre? Non, il a travaillé dans un bar à hôtesse, pardon, autant pour moi, au Japon. Pour ça, il connaît un petit peu plus, un petit peu le milieu. Il en parle. Et c'est comme cette deuxième partie, finalement c'est assez frais, les personnages sont sympas. Ouais, pas d'autres mots, ils sont agréables, ils sont finalement joyeux, alors que ça pourrait être quand même assez glauque, puisqu'on est quand même dans les bas-fonds, dans l'univers de prostitution. C'est pas forcément un récit, c'est pas ouh, c'est super joyeux, hein, c'est pas Winnie l'ourson. Et pourtant, non, ça reste assez frais. Donc, non, vraiment pas mal. Personnage d'Elijah, il commence à se développer. C'est plus juste. Voilà, il était un peu pareil, toujours un peu de la même chose. Hein, il essaie d'être naïf sur le monde qui l'entourait. Là, on a l'impression qu'il se transforme un petit peu. Et donc, curieux de voir la suite. Et je commence à comprendre peut-être. Dans le tome 4, pour ça. Je commence à comprendre pourquoi c'est peut-être culte, ce manga. Voilà pour Eden. Et on va passer au dernier livre du mois de juillet que j'ai pu lire, qui est Orc et Gobelin, le tome 17, qui s'appelle Agence. Voilà, c'est un gobelin, son nom est pas prononçable. Compliqué. On a un gobelin qui en a marre de se faire marcher sur les pieds par des orques et qui décide un petit peu de forcer son destin. Il va faire une rencontre inattendue qui va lui permettre justement de réaliser son souhait.
Donc on a Nicolas Jarry au scénario, hein, vous connaissez sans doute, hein, puisque j'en ai déjà parlé quand même du mois précédent, avril, en mai, pour les séries nains, parce que c'est lui qui scénarise toute la série nains. C'est le co-créateur des mondes d'Aquilon, dans les mondes dans lesquels se déroule la série Orc et Gobelins, Mages, Elfes, Nains. Et le futur monde Terre d'Orgam. Terre de One, pardon. Maître Orgam, c'est un autre truc, c'est dans les druides. Je confonds un peu tout. Donc voilà, on va donc c'est logique de le retrouver aussi sur d'autres séries dans l'univers, pour Nicolas Jarry. Et sinon on a Simone Buonfantino, qui a commencé par dessiner pour Disney, et puis ensuite Marvel, avec un peu de Star Wars au passage. On l'a retrouvé sur une série Thor versus Hulk, c'est un programme, sur du Black Widow et sur du X-Men. Et Orc et Gobelin, c'est son premier travail dans les mondes d'Aquilon. On va mettre quelques dessins et un peu ce que j'en ai pensé. Donc bah voilà, ce qui me vient à l'esprit sur ce comic, c'était rigolo. Voilà, la société, c'est un genre de, on pourrait dire ça comme un buddy movie solitaire. Voilà, parce que Gorky il est tout seul, mais il en fait une rencontre, et donc il y a des dialogues qui se font, et c'est rigolo. Voilà, ça m'a fait marrer, ça change un petit peu. Bon, il y a un fond de 7 samouraïs derrière, donc buddy movie solitaire sur fond de 7 samouraïs. Gardez ça à l'esprit. Euh, donc ouais, c'est un bon tome qui était dans les mondes d'Aquilon. Euh, donc voilà, ça en fait quand même quelques-uns maintenant quand même, parce qu'il y en a un paquet, on a 76 tomes, 77, je ne sais plus, et il y en a quand même pas mal de monde. Le niveau est assez relevé quand même pour certains, chez les nains et puis même chez les orques, il y a pas mal de bons titres quand même, pas tous. Donc voilà pour le mois de juillet qui était quand même un très gros mois. Euh, du coup, bah, c'est le moment de conclure. Euh, J'avais dit le mois dernier, le mois d'avant aussi, que je ferais un hors-série sur Yu Yu. Là, c'est le manga Yu Yu Hakusho. Malheureusement, le préparant, je me suis rendu compte que, hormis expliquer l'histoire, enfin détailler un peu l'histoire, faire un résumé des différents arcs, je racontais pas grand-chose, c'était pas très intéressant, donc bah, j'ai un peu laissé tomber. Euh, Peut-être plutôt du coup me rabattre sur Hellboy, là, on en parlait tout à l'heure, en série sur Hellboy, sinon j'en ai d'autres idées à voir plus tard. Mais en tout cas, Yu Yu Hakusho va être annulé, malheureusement. Si vous aimez beaucoup cette série, je pourrais en reparler, je pourrais lire quelques volumes et puis vous en parler dans une chronique normale. C'est peut-être ce que je vais faire au mois de juillet, puisque le mois d'août, les titres sortent en tout cas à partir de la semaine prochaine, du 20 juillet, du 20 août. Donc on a un petit peu de temps. Et merci aussi beaucoup pour les follow. J'ai oublié de remercier ça un peu plus tôt. Merci beaucoup, c'est très gentil. Euh, donc moi je vais vous laisser, je vais vous retrouver au mois de début septembre, le premier vendredi de septembre pour les bandes dessinées que j'ai lues au mois d'août. Donc il y aura pas mal de relectures, là il y aura du The Boys déjà. Euh, et donc le prochain ce sera le 2 septembre. Ouais, ce sera bon, le 2 septembre. Donc bah, sur ce, bah, je vais vous souhaiter, en tout cas merci d'avoir suivi, d'être passé, d'avoir un peu discuté. Euh, donc je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne semaine, un bon week-end, de bonnes vacances, de un bon mois d'août. Et à la prochaine. Des ciao ciao.